Aujourd'hui, c'est mardi, vous êtes sur Radio Grenelle, je suis la voix du Dantrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. On nous l'a beaucoup envoyé et on nous a beaucoup posé de questions dessus. Et des questions sincères, pas comme ceux qui élèvent le passif agressif au randard. Donc, nous nous sommes dit qu'il était temps de faire un point sur le cas de l'ivermectine. Tout part d'un article intitulé « La scandaleuse indifférence à l'efficacité prouvée de l'ivermectine », publié par François. Non, sérieusement, rendez-leur des journalistes. L'article explique que personne ne traite les patients avec cette molécule, Ce qui est plutôt vrai, que personne ne l'étudie sérieusement, ce qui est faux. Elle est incluse dans plusieurs essais cliniques, dont certains en France, que son efficacité est prouvée contre le Covid, ce qui est faux. On a quelques résultats parcellaires, et même les auteurs des études appellent à la prudence. et que, comme c'est un médicament très sûr et peu toxique, Ce qui est plus compliqué que ça, on ne le donne pas à cause de... Insérez ici votre bouc émissaire favori, Bill Gates, l'OMS, Big Pharma, Macron, les reptiliens d'Agartha. etc. ad nauseam. Donc, décortiquons. En effet, la molécule ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique actuel, en dehors des essais cliniques. Parce qu'on ne file pas n'importe quoi aux patients en disant « Tiens, peut-être que ça marche ». Cet antiparasitaire est en revanche à l'étude, comme d'autres molécules. En France, c'est la société Medincell qui a annoncé travailler dessus. On a juste peu de résultats probants pour l'instant. Pourquoi dire que c'est prouvé alors ? Parce qu'il y a bien une étude australienne qui a trouvé un effet protecteur de l'ivermectine. Mais il y a deux problèmes à ça. Même 3, mais on va y aller par étapes. De 1, il y a une étude positive contre une dizaine de négatives, ce qui vaut déjà à la molécule d'être surnommée l'hydroxychloroquine de l'Amérique du Sud, à cause de l'emballement causé dans la population par un résultat mineur et bancal. Ici est le deuxième problème. En plus d'être isolée, cette étude est peu fiable, car elle repose sur des données patients fournies par Surgisphère. Ceux-là même qui sont soupçonnés d'avoir fourni des données vérolées pour la fameuse étude du Lancet. Donc, ça sent pas bon. Et là arrive le troisième problème. Non, il n'est pas prouvé que la molécule est sans danger. Certes, elle est utilisée depuis longtemps, mais sa posologie est un dosage unique. Comme les antibiotiques flash qu'on prend en monodose quand on a une cystite. Or, dans le cas du Covid, il est question d'administrer la molécule à un dosage plus élevé et sur plusieurs jours. Il n'existe à ce jour pas de preuve que ce changement de posologie est sans danger. Ça ne saurait peut-être tarder, puisque Medincell, qui a travaillé dessus, a annoncé il y a quelques jours avoir de bons résultats d'innocuité. Mais pour l'instant, faute de données publiées, il faut rester prudent. Toujours pas de traitement miracle à l'horizon donc. Et je pense qu'il est temps de faire le deuil de cette idée-là. Il n'y aura pas le traitement. De la même manière que celui qui vous promet le remède contre le cancer vous ment. Il y aura une panoplie thérapeutique qu'on va combiner pour faire au mieux. Découverte de la semaine. Ce n'est pas parce que certains vaccins entrent sur le marché que la recherche s'arrête pour autant. L'Institut Pasteur de Lille a annoncé avoir conçu un vaccin en spray nasal, qui doit encore passer l'épreuve des essais cliniques, mais se présente comme une option de deuxième génération intéressante. Déjà, la forme, en spray nasal, le rend facile à administrer et soulage la logistique autour des campagnes de vaccination. Également un bon point logistique, il se conserve au simple frigo, voire à température ambiante. Sa voie d'administration en fait un vaccin qui cible la porte d'entrée du virus, et donc travaille sur un aspect encore incertain pour ce qui est des vaccins actuellement disponibles, le blocage de la contagion. Sa conception sur des modèles existants L'Institut travaillait déjà sur un vaccin de ce type contre la coqueluche. le rend peu cher à fabriquer et donc à acheter. Les essais vont démarrer, il faudra attendre encore plusieurs mois avant les résultats définitifs, mais s'ils sont positifs, ce produit pourrait trouver une bonne complémentarité avec d'autres produits qui offrent une protection individuelle, mais dont l'effet sur l'évolution de l'épidémie en tant que telle est encore inconnu. Vous pourrez trouver le lien vers la déclaration de l'Institut en description. Piste de la semaine. Traitement par anticorps. Les recherches sur ce type de traitement avancent et les dernières études sorties sur le sujet sont plutôt positives.
Mais elle révèle aussi les limites de ce traitement. Efficace dans les 5 premiers jours des symptômes seulement, il est compliqué à préparer et à conserver, ainsi que coûteux à concevoir. Un traitement d'appoint donc, sans doute à réserver aux patients à l'évolution rapide et à risque de faire une forme grave. Impasse de la semaine. Suède. Je crois que nous avons échoué. C'est en ces termes forts et assez exceptionnels pour un souverain normalement apolitique que Carl VI Gustave de Suède a évoqué les résultats de la stratégie suédoise. Avec des services de réanimation pleins à 99% et une seconde vague bien plus violente que la première, le royaume compte désormais 10 fois plus de morts par habitant que ses voisins scandinaves. Avec lesquels seul il est pertinent de le comparer. Les derniers chiffres ministériels montrant que seule une petite fraction de la population dispose d'anticorps, 7% en moyenne, jusqu'à 10% à Stockholm. L'immunité collective est encore loin. Test. Cela fait plusieurs jours que médecins, chercheurs et politiques mettent en garde contre la fausse bonne idée du moment, à savoir se faire tester avant les fêtes pour passer un Noël en famille sans restriction. Un comportement qui pose de nombreux problèmes. Logistique. Explosion de la charge de travail pour les pharmacies pratiquant les tests antigéniques, saturation des laboratoires pour les PCR, Médicaux. difficulté de prise en charge de vrais cas contacts ou cas symptomatiques. Mais aussi épidémiologique. En effet, les résultats ne sont valables qu'à l'instant T. Vous pouvez très bien être contaminé en sortant du laboratoire, juste après votre prélèvement, et recevoir donc un résultat négatif alors que vous êtes en pleine période d'incubation et en route pour le Noël chez mamie. Mauvaise nouvelle de la semaine. France. L'épidémie est en pleine reprise. Et pour être honnête, chaque fois que je sors de mon domicile, qui est dans une rue commerçante, je comprends pourquoi. Les nouveaux cas ont pris 10% en une semaine, et les hospitalisations et réanimations 2%. Signe que le rebond de la courbe est en train de toucher les cas les plus sévères et qu'une nouvelle augmentation de la mortalité risque de commencer à se voir la semaine prochaine ou la suivante. Monde. Le calme ne semble pas non plus près de revenir ailleurs. La plupart des pays d'Europe viennent de durcir leurs mesures. La très catholique Italie confine sa population pour les fêtes de Noël. Les USA stagnent à 3000 morts par jour. Et en Grande-Bretagne, pour la première fois, la conjonction de l'épidémie et de la mauvaise gestion économique de celle-ci a obligé l'UNICEF à intervenir afin de distribuer des repas aux enfants des familles défavorisées. Bonne nouvelle de la semaine. Lutte contre la désinformation. La PHP a démis de ses fonctions le professeur Christian Perron et a annoncé avoir déposé plainte contre lui auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, notamment pour ses propos dans lesquels il affirme que ses collègues n'ayant pas prescrit l'hydroxychloroquine ont laissé crever leurs patients. Cette sanction fait suite à plusieurs mises en garde des conseils de déontologie de la PHP et de l'hôpital de Garches, notamment pour essais cliniques illégaux et propos indignes de la fonction exercée. Je ne suis pas pour me réjouir du malheur d'autrui, mais il est bon que les gens se rappellent que certaines fonctions impliquent des responsabilités et qu'on n'est pas intouchable au prétexte qu'on est célèbre et médiatique. En description, un article du Monde récapitulant les différents griefs. Qu'est-ce que putain de quoi? Va-t-on avoir besoin d'un passeport de vaccination pour se rendre dans des lieux publics? La proposition, bien qu'incongrue, est réelle et émane de la députée Valérie Siss. Elle propose la création d'un passeport vert après vaccination, qui permettrait d'avoir accès à certains services, dans le but d'encourager la vaccination, ce qui va être une gageure en France. Bien entendu, aucun commerce ou service essentiel ne sera concerné. N'importe qui pourra toujours acheter son beefsteak ou se rendre à la poste. Les lieux concernés seraient des lieux qui, aujourd'hui, sont identifiés comme des lieux fortement à risque. Restaurants, bars, salles de sport, etc. Alors, qu'en pensez? Personnellement, Même si en vrai on s'en fout de mon avis, je propose juste ici des pistes de réflexion. je vois plusieurs problèmes à ça. Tout d'abord, je crains une rupture d'égalité entre les gens vaccinés et ceux qui, même s'ils le voulaient très fort, ne peuvent pas l'être. Car, qu'on impose des restrictions en fonction de choix personnels, ça se discute. Mais on parle ici de personnes qui n'ont pas le choix. Et c'est un problème. Ou alors, ces gens-là obtiendront un passe-droit, ce qui est possible à faire si tous les gens qu'ils côtoient dans ces espaces sont bien vaccinés, ce dont je vais débattre dans le dernier point. Ensuite, les gens susceptibles de se rendre dans de tels lieux ne sont pas ceux qui sont prioritaires dans la campagne de vaccination. On voit rarement les résidents d'EHPAD au bar,
les urgentistes sur leur congé en ce moment sont plutôt au lit qu'au musée, et les insuffisants cardiaques obèses sont assez peu représentés dans les salles de sport. Du coup, ça voudrait dire laisser tout fermer jusqu'à la vaccination de la population générale. Sans doute au printemps. Tout ouvrir, mais avec personne qui ait le droit d'entrer, ou instaurer les passeports plus tard, une fois qu'on a déjà rouvert avec plein de gens qui sont allés se contaminer. Je doute qu'un timing adéquat soit trouvé. Également, si le but est de lutter contre la défiance vaccinale, j'ai peur que ça fasse pire que mieux. Il y a fort à parier que, au vu de l'état d'esprit de nos concitoyens, qui est ce qu'il est, une telle mesure ne soit pas vue comme un encouragement à accepter une mesure qui protège soi-même et les autres, mais comme une punition pour ceux qui refusent de se soumettre. Oui, je peux mettre des guillemets car ce discours commence déjà à apparaître. Donc, c'est une citation. Enfin, je crains qu'il soit plus facile de trouver des médecins de complaisance faisant de faux certificats que de changer l'état d'esprit du peuple industrialisé le plus anti-vax au monde. Rappelons que ces faux existent déjà, et que des cas sont régulièrement mis à jour d'enfants tombant malades de pathologies contre lesquelles ils étaient censés être immunisés, certificat à l'appui. En description, vous trouverez plusieurs exemples. Et cette situation conduirait à une fausse sécurité, notamment pour les personnes ne pouvant pas être vaccinées, et qui se croiraient, à tort, protégées. Bref, je pense que c'est plein de bonnes intentions, mais je pense sincèrement que les chances que ça marche comme espéré sont quasiment nulles. Point méthode de la semaine. L'appel à la nature. L'appel à la nature est un argument qui a fort le vent en poupe en ce moment. Pas comme cette expression. Il postule le fait que si c'est naturel, c'est bien. Si c'est pas naturel, c'est pas bien. C'est d'abord un problème de forme. Naturel, ça ne veut rien dire. Par définition, tout est dans la nature, donc tout est naturel. Brut ou transformé, peut-être, mais tout, absolument tout. Les plantes, les tisanes, les écailles de pangolin séchés, la cabane au fond du jardin, la maison bleue adossée à la colline, la morphine, Francis Lalanne, le jeu de dinosaure que vous mettez dans votre voiture, les particules qui n'existent que quelques secondes dans le collisionneur Tout, absurde. vous dis-je, est naturel. On comprend qu'il s'agit d'une mauvaise opposition entre brut et transformé, et que naturel est ici à opposer à synthétique. Donc, admettons. Mais même ainsi, l'argument est très vite limité. Mon asthme est naturel. Ma ventoline est synthétique. Et je sais quel camp j'ai choisi. Si cela peut prêter à rire, sachez que cet argument est souvent utilisé dans les dérives sectaires pour détourner les patients atteints de cancer Bien naturel. de leur traitement. L'idée sous-jacente est que, si c'est naturel, ça ne leur fera pas de mal, contrairement à la chimio qui va les tuer. Loin de moi l'idée de remettre en question les souffrances des patients pendant leur chimio. C'est souvent une tannée. Mais un cancer métastasé en phase terminale, c'est bien pire, faut pas croire. En ce moment, cet argument est principalement décliné de 3 manières. Petit 1. On a toujours vécu avec le virus. C'est naturel. Je vois pas pourquoi on panique. Ce n'est pas parce que c'est naturel et que, pendant longtemps, c'était inévitable, que c'est une bonne chose. La peste est naturelle, et elle a exterminé la moitié de l'Europe à une époque. Le paludisme est naturel, et on pense que... Même si tout le monde n'est pas d'accord, je vous mets en description une source qui revient sur les différentes études et hypothèses. Depuis qu'on porte le nom d'Homo sapiens, il serait responsable à lui seul de la mort de la moitié des représentants de notre espèce. Naturel ou pas, cette maladie tue des gens. Point. C'est tout ce qui nous pose problème. Petit 2. On ne sait pas combien de temps l'immunité dure. Donc un vaccin, ça ne sert à rien. Pourquoi un vaccin si on peut être immunisé naturellement? Il faut bien se dire que ce qui est naturel n'est pas forcément mieux. Si vous contractez le tétanos, Et si vous y survivez, vos chances de développer une immunité sont infimes. Elles sont en revanche de quasiment 100% avec le vaccin. Si vous voulez vous immuniser contre la méningite, soit vous vous faites vacciner, soit vous la chopez, en espérant développer une immunité naturelle. après qu'on vous ait gavé d'antibiotiques pas naturels du tout, Parce que, sans traitement moderne, la mortalité est de près de 100%. Même pour des trucs bénins, il faut y regarder à 2 fois. Oui, la varicelle est la plupart du temps sans risque pour l'enfant. Mais l'avoir contracté petit augmente le risque de développer un zona à l'âge adulte, ce qui ne se produit pas chez les personnes vaccinées. oui, il existe un vaccin contre la varicelle. Je suis sûr que quasi personne le sait. Petit 3. Laissons faire notre système immunitaire. Il fera très bien le boulot naturellement. Le système immunitaire est une mécanique merveilleuse.
Mais être naturel ne la rend pas parfaite et infaillible. C'est elle qui ne se rend pas compte que certaines cellules doivent être détruites et laisse proliférer un cancer en se dorant le follicule pendant que ça métastase. C'est aussi elle qui peut décider d'un coup que votre thyroïde, votre peau ou votre côlon est votre pire ennemi et s'acharner dessus chaque jour de votre vie jusqu'à ce que tout se mette à déconner. C'est aussi elle qui peut vous faire mourir d'asphyxie parce que vous avez mangé une cacahuète et que ça ne lui revient pas. La nature est fantastique, intrigante, riche, complexe et surprenante, mais elle n'est pas votre amie. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas bonne. Elle est. Point. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Mais on n'y retourne pas la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas grâce à la magie de Noël, mais nous, on va quand même prendre des vacances. En attendant, Abonne-toi, clique sur la cloche. prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, Au besoin, on a aussi un Tipeee. et autant que possible, restez chez vous, en petit comité avec vos proches et la bûche. Bisous. Bisous. Bisous.